Bien, bonjour à toutes et à toutes. Alors, il y a 3 ans, presque jour pour jour, j'ouvrais avec mon collègue Luis Quintana Murci le colloque de rentrée sur le thème des civilisations. Nous étions encore tous sous le choc de la mise à mort sauvage de Samuel Paty. Et 3 ans plus tard, dans le même contexte de notre colloque de rentrée, l'administrateur l'a rappelé tout à l'heure, centré sur l'école, ses missions, le même choc se produit. Un autre professeur, Dominique Bernard, est tombé, lui aussi parce qu'il exerçait le métier d'enseignant. Il se dit que l'assaillant cherchait à frapper un professeur d'histoire, mais un professeur de français peut receler le même type de menace. Il s'agit à chaque fois de faire taire ceux qui se saisissent de manière critique des productions humaines, que sont les textes, les images, pour donner aux jeunes gens les outils de leur émancipation. Depuis le drame d'Arras, je relis ce que j'ai préparé pour mon intervention d'aujourd'hui et je m'interroge. Quelle est la vertu d'une réflexion historique sur l'éducation antique pour affronter le drame? La réponse est évidente, aucune. En revanche, le fait de pouvoir mener cette réflexion librement dans un cadre qui a fait sa raison d'être de la liberté de chercher et de dispenser tout aussi librement ses résultats est une forme de prise de position face à la barbarie et à l'obscurantisme. Mais ce n'est sans doute pas suffisant. Si des professeurs d'histoire ou de français sont susceptibles d'être pris pour cible, c'est aussi parce que le matériau dont ils se saisissent est hautement inflammable quand il s'agit de définir des identités et de nourrir des traditions. Qu'en est-il dès lors de la responsabilité des historiens, des historiennes, puisque c'est une historienne qui vous parle, qui développent des recherches en ces matières? Elle est grande, me semble-t-il, car les multiples objets de leurs investigations ne sont pas simplement posés là, dans le superbe isolement du passé, en attendant patiemment de se donner à voir tel qu'en eux-mêmes. Rappelons que le matériau mis au jour n'est jamais indépendant du regard de celui qui l'inspecte, qui le discute, qui l'interprète. Et les chercheurs, qui sont des êtres humains situés dans l'espace et dans le temps, posent des questions de leur temps. C'est d'ailleurs ce qui fait leur force et justifie qu'une helléniste aujourd'hui puisse parler à ce pupitre après des siècles d'études des textes grecs. Mais c'est aussi ce qui fait leur faiblesse et justifie qu'une helléniste décide de vous parler aujourd'hui de la charge idéologique puissante qui pèse sur l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Le titre de ma communication a donc un peu changé ces derniers jours et je prie les organisateurs de m'en excuser. C'est plus précisément la notion grecque de paideia dont je vais vous parler, car le terme fait partie d'un lexique à succès dont on finit par perdre de vue la signification précise et les évolutions qu'elle a connues dès l'Antiquité. Mais je ne perds pas l'école de vue, au contraire, ni l'éducation, mais je voudrais d'abord en interroger la charge idéologique. Je partirai de 2 ouvrages fondateurs de l'histoire de l'Antiquité dans la Grèce antique parus au XXe siècle. Le premier porte le titre principal de Paideia et il est dû au philologue et historien allemand Werner Jäger, l'élève et le successeur de Wilamowitz à Berlin. Le second ouvrage est né sous la plume de l'historien français Henri-René Maroux et s'intitule « Histoire de l'éducation dans l'Antiquité ». Ces travaux, publiés juste avant et juste après la Seconde Guerre mondiale, n'ont cessé d'être réédités jusqu'aux années 1980, où ils ont été mis à la disposition du public, d'un public plus large, en livre de poche. Et le premier volume de Jäger a été traduit en français. Et ils sont toujours disponibles à la vente sous ce format. Avant d'en analyser brièvement la portée, je soulignerai encore que ces 2 monuments de l'éducation sur l'Antiquité ont récemment fait l'objet d'analyses importantes sur lesquelles je m'appuierai pour la première partie de mon propos. Voilà une bibliographie. Et la deuxième partie reviendra sur les usages du terme grec dans son milieu natif, à savoir la Grèce ancienne. Le premier tome de l'ouvrage de Werner Jäger a été publié en 1934 à Berlin. Le sous-titre en était, vous le voyez à l'écran, Die Formung des griechischen Menschen. Les 2 volumes suivants paraîtront en anglais aux presses universitaires d'Oxford depuis les États-Unis où l'auteur, dont l'épouse était juive,
s'est exilé dès 1936. Et vous voyez les différents titres qui ont été donnés à ces ouvrages. Seul le premier, je l'ai dit, a été traduit en français sous le titre Paideia, la formation de l'homme grec. Et le sous-titre, c'était La Grèce archaïque, le génie d'Athènes. En fait, et cela a été souligné de longue date en France, dès le compte-rendu que Henri-René Maroux a donné de l'ouvrage de Jäger en 1946, l'auteur allemand ne s'intéresse guère aux aspects concrets, voire institutionnels, de l'éducation en Grèce ancienne, auquel Maroux lui-même s'attachera dans son Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, publiée en 1948. Les deux ouvrages, à des titres différents, sont profondément marqués par le contexte de leur élaboration. Jäger, à Berlin, fait de la paideia grecque un troisième humanisme afin de donner de nouveaux ancrages et de nouvelles valeurs au système scolaire allemand qu'il faut refonder après la débâcle de la Première Guerre mondiale. L'âme germanique, c'est le langage de l'époque, l'âme germanique est conçue comme fondamentalement grecque et la vertu morale comme un idéal central de toute la culture grecque. Et vous voyez que le sous-titre de ce point de vue-là, le sous-titre de la traduction anglaise est assez évocateur. Les valeurs de cet héritage, dont Jäger considère que Platon le porte au plus haut degré, doit guider la communauté politique et l'action humaine. Mais la chronologie est évidemment très cruelle, vous l'aurez remarqué, puisque le livre paraît en 1934, sous un ciel annonçant l'orage. Au cœur de l'exil de Jäger aux États-Unis, les deux derniers tomes de l'ouvrage ne peuvent plus servir les ambitions qui portaient le premier. Il livre l'apologie, dès lors, d'un monde doublement évanoui, la Grèce antique, et je dirais même la Grèce classique, puisqu'il s'arrête à Platon, et indirectement l'Allemagne, qui en avait assumé l'héritage éducatif. Cet héritage n'a pu éviter le désastre, et l'humanisme de la vertu a manifestement échoué. L'engagement humaniste de Jäger fait écho à celui de Maroux, dans un autre registre et dans un tout autre contexte. Là où Jäger exalte Platon, Maroux veut rendre à Isocrate, une autre grande figure du début du IVe siècle, veut rendre à Isocrate ce qui lui revient, car c'est lui, selon Maroux, qui a préparé l'épanouissement de l'éducation antique, qu'il situe davantage à la période hellénistique et sous le Haut Empire romain. C'est de cet héritage, selon Maroux, que les modernes vivent encore par l'intermédiaire de l'humanisme. C'est cet humanisme-là que le christianisme, je reprends les thèses de Maroux, que le christianisme a assumé par le biais de ses élites éduquées dans des écoles dites païennes. Ce déplacement du curseur lui permet d'embrasser un monde cosmopolite, celui de la période hellénistique et puis de la période romaine, loin de la Grèce archaïque et classique à laquelle s'identifiait la culture allemande du XIXe siècle. Ce monde cosmopolite, comme l'a remarqué très justement mon collègue Yash Elsner dans cet article que vous voyez à l'écran, sera bientôt celui du marché commun et de l'Europe. Pour Maroux, comme pour Jäger, l'humanisme reste l'essence de l'éducation qui implique la totalité de l'être humain, c'est leur conception de l'humanisme, modelée par une formation à la morale fondée sur la culture littéraire traditionnelle. Mais là où Jäger parlait en allemand de Kultur, ce qui signifie ce que nous appelons en français la civilisation, Maroux souligne la portée du mot français culture. Le fait que ces deux auteurs pensent dans des langues différentes est évidemment essentiel. Et ce français culture, il l'associe à l'individu et à son développement personnel. Paideia devient la valeur qui peut sauver du désastre. On voit bien que ces auteurs sont fortement marqués par le contexte du temps. Et la culture hellénistique, au sens français, devient, selon Maroux, l'équivalent d'une religion, où la transcendance de soi-même à laquelle préside la paideia conduit à se mettre au service de Rome, puis à celui du Dieu chrétien. Ces deux auteurs ont donc mis l'éducation antique au centre de leur travail de philologue et d'historien et produit des sommes qui sont devenues des classiques en histoire de l'Antiquité. On le voit avec les livres de poche. Vous entrez aujourd'hui dans une librairie, vous n'aurez aucun mal à trouver ces ouvrages, à voir ces ouvrages mis à disposition. Mais ce sont des ouvrages dont la visée est, et je cite une fois encore Elsner, la visée de ces ouvrages est à la fois rédemptrice et profondément apologétique.
La paideia dont il est question de part et d'autre devient un concept hors sol, monolithique et culturellement déterminé par l'histoire des auteurs qui le portent. Nous en avons hérité, incontestablement, et au-delà des préoccupations des chercheurs sur ce qu'il faut comprendre par paideia, le concept tel que l'ont forgé ces auteurs informe encore et toujours la réflexion sur le devenir des humanités classiques et la dimension prétendument élitiste de leur défense. Je dis prétendument élitiste, car je reste convaincue que l'enseignement des langues anciennes peut placer tous les élèves d'une classe sur le même pied, quel que soit leur profil, et que les enseignants font à cet égard un travail extraordinaire d'actualisation de ces savoirs dans la société d'aujourd'hui. Mais pour le comprendre, il faut cesser de s'appuyer sur la défense parfois nauséabonde d'une tradition fantasmée. Mais voilà, c'était la première partie de mon propos, c'est d'Antiquité évidemment que je vais vous parler. Avec la question de mon titre, qu'est-ce que la paideia, instruction, éducation, culture, civilisation, comment traduire ce terme? Werner Jäger remontait à Homère, exaltait les périodes archaïques et classiques avant de s'arrêter à Platon, je l'ai dit. Marou prenait un autre point de vue, mais c'est de l'émergence du terme que je voudrais vous parler en le replaçant dans le contexte de la prise en charge de l'éducation des enfants et des adolescents dans l'Antiquité grecque. Car un premier constat s'impose. Ni le mot paideia, ni le mot paideo ne sont, donc le verbe, ne sont attestés dans la poésie hexamétrique archaïque et donc dans nos plus anciens textes. Bien sûr, on y parle d'élever des enfants. Et c'est alors le registre de la trophée, je vous mets le terme sous les yeux, du verbe tréphein qui prévaut et que nous francisons volontiers sous le terme de trophie. On nourrit, on fait grandir un enfant. Quant à la notion d'apprentissage au sens de la transmission d'un savoir, d'une compétence quelle qu'elle soit, cela relève d'un autre champ sémantique dans la plus ancienne poésie qui nous soit parvenue, c'est le verbe didasko, dont on a hérité, didactique, etc. Alors, le passage de l'Iliade, puisqu'il faut toujours retourner, hein, ceux qui me suivent ici savent que, voilà, retourner aux sources. Le passage de l'Iliade le plus intéressant à cet égard se trouve au chant 9, quand il s'avère qu'Achille, hein, le protagoniste de la guerre de Troie, Achille du côté grec, Achille en colère ne quittera pas sa tente pour rejoindre le champ de bataille. Plusieurs guerriers grecs tentent de lui faire entendre raison. C'est la fameuse scène dite de l'ambassade. Parmi eux, on trouve Phénix, un vieux sage de l'armée grecque, qui rappelle à Achille les soins qu'il lui a dispensés quand il était un tout jeune enfant, le prenant sur ses genoux pour le faire manger et boire, autant de ce qu'il appelle en grec la pénible petite enfance. Le registre de la trophie n'est pas mobilisé dans ce passage, car à ce stade, c'est généralement l'apanage des mères et des nourrices. Néanmoins, c'est bien de trophie qu'il s'agit. Quand l'enfant grandit, d'autres besoins se font sentir, et c'est dès lors à d'autres fins que le père d'Achille confie à Phénix le jeune adolescent que son fils est devenu. Et je lis ce texte, la traduction avec vous. Donc c'est le discours de Phénix à Achille. « C'est pour toi que m'a fait partir Pélée, le vieux meneur de chars, au moment où toi-même il te faisait partir de Phthie pour rejoindre Agamemnon. » C'est le début de la guerre de Troie. « Tu n'étais qu'un enfant, tu ne savais rien encore ni du combat qui n'épargne personne, ni des assemblées où se font remarquer les hommes. Et c'est pour tout cela qu'il m'avait dépêché. Je devais t'apprendre à être en même temps un bon diseur de récits, un bon faiseur d'exploits. » Et vous voyez le verbe didasko qui se trouve dans le texte grec. Ce même verbe sera utilisé au chant 11 en parlant d'un autre apprentissage d'Achille sous l'égide du centaure Chiron qui lui aurait appris les remèdes pour soigner les blessés, à savoir des pharmacas. Donc, on voit dans l'épopée le verbe didaskein qui souligne un apprentissage spécifique, qu'ils viennent des hommes ou qu'ils viennent des dieux. C'est le cas, par exemple, dans l'introduction, dans le poème de la Théogonie d'Hésiode, quand Hésiode reçoit l'art du chant, les muses lui ont appris, lui ont enseigné cet art du chant qui mêle donc à la fois la notion d'inspiration, mais aussi la notion d'apprentissage.
Et je pourrais multiplier les exemples également dans la poésie pour les jeunes femmes dont le verbe commande au travail du tissage, dont elles sont instruites, et avec au-dessus le patronage de la déesse Athéna. Phénix a donc appris à Achille à se battre sur le champ de bataille, à discourir à l'assemblée, et le centaure Chiron lui a appris à soigner. Il reste la musique, dont parle le poète Hésiode à l'échelle des Muses et qui fait partie de la formation des jeunes aristocrates. Alors, ce n'est pas dans les enseignements que Phénix revendique avoir donné à Achille, mais quand l'ambassade arrive dans sa tente, Achille est en train de jouer d'un instrument de musique. Ces différents apprentissages doivent permettre aux jeunes gens d'assumer leur rôle comme membres de l'élite de leur communauté, mais il n'y a pas de terme pour englober l'ensemble en tant que processus. L'initiative de transmettre ou de faire acquérir des compétences spécifiques revient aux familles, et il faut également souligner le rôle formateur de la participation au rituel qu'une communauté accomplit pour ses dieux dans l'expérience des cités. Il y a une dimension formative des pratiques chorales, musicales, ainsi que la participation au sacrifice. C'est essentiel à prendre en compte quand on réfléchit à la jeunesse grecque de statut libre et citoyen, bien sûr. Il y a évidemment une dichotomie très forte en cette matière. La transmission passe par différents canaux qui ne sont pas nécessairement explicités comme tels, tant ils vont de soi. Ces compétences ne sont pas de l'ordre du didaskein, du fait d'instruire. On les reçoit par l'imitation dont Jean-Jacques vient de nous parler. Un passage de l'historien Polybe, même s'il a été écrit au IIe siècle avant notre ère et non à la période archaïque, est significatif à la fois de l'importance de la pratique musicale sous toutes ses formes dans la formation des citoyens, mais aussi de ce qui relève d'une démarche collective au sein de la cité. Il parle alors plus précisément d'une cité d'Arcadie qui a connu des massacres terribles et réputée pour la rudesse de leurs conditions de vie et leur caractère, et il précise qu'ils ont dû instaurer l'enseignement de la musique et de la danse, mais aussi pour atténuer la violence de leur caractère, ils ont introduit, nous dit le texte, des assemblées communes et de nombreux sacrifices aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et en même temps des chœurs de jeunes filles mêlés aux jeunes gens. En un mot, ils imaginèrent le tout, s'efforçant de civiliser et d'adoucir, grâce à des institutions, le côté dur de leur caractère. Ce que l'historien décrit comme typiquement arcadien était en fait partagé à l'échelle de toutes les cités grecques, dans la conception même de ce qu'est une cité. L'immersion dans des activités communes, qu'elles soient selon nos propres catégories de l'ordre du politique ou du religieux, faisait partie de la formation des jeunes gens de statut libre, et puis d'une sorte de formation continue à la citoyenneté. Je soulignerai également le profil particulier qu'une cité pouvait également prendre à cet égard en fonction de ses institutions propres. Vous connaissez tous l'exemple de Sparte. Et c'est évidemment aussi cet exemple qui a beaucoup nourri la réflexion de l'Allemagne du XIXe siècle, dans la mesure où, contrairement aux autres cités, Sparte prenait collectivement l'éducation des enfants de citoyens en charge. Et ce choix est totalement à l'opposé de ce qui se faisait ailleurs. Et Xénophon, dans une réflexion sur la constitution des Lacédémonia, qu'il admirait beaucoup, écrit ceci: « Maintenant que j'ai expliqué ce qui concerne la naissance, j'y ai passé, je veux éclairer le système éducatif. » Et voilà le mot paideia qui arrive. Le mot paideia qui arrive dans un texte, donc nous sommes au tout début du IVe siècle. Chez les autres Grecs qui prétendent donner à leurs fils une éducation particulièrement réussie, dès que les enfants perçoivent ce qu'on leur dit, ils les placent le plus rapidement possible aux soins de pédagogues et les envoient auprès de maîtres pour apprendre à la fois les lettres, la musique et les exercices de la palestre. Ce texte appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, la démarche des familles se fait sur une base volontaire et non obligatoire, comme c'est le cas à Sparte. Ensuite, les pédagogues sont généralement des esclaves qui conduisent les enfants, c'est exactement ça l'étymologie du mot, donc au sens le plus concret du terme. Ils les accompagnent dans leurs déplacements puisqu'ils quittent la maison pour aller, et c'est la troisième remarque, auprès de maîtres, les didaskaloi, qui vont leur apprendre la musique, les exercices physiques, mais aussi les grammata, les lettres.
ce qui n'apparaissait pas dans la liste de ce qu'Achille devait apprendre de Phénix dans l'Iliade. Il devait devenir un bon soldat, un bon diseur de récits, c'est-à-dire maîtriser l'art de la parole dans une culture essentiellement orale. À la période classique et singulièrement à Athènes, comme toujours c'est pour Athènes qu'on a la documentation la plus ample, si la culture est encore largement orale, l'écriture fait partie des apprentissages de base. Ma quatrième remarque sur ce texte touche à l'usage de paideia, que l'on peut dater, donc, je l'ai dit, du début du IVe siècle. Le terme est cette fois utilisé pour chapeauter ce qui relève de l'éducation des enfants, des jeunes, à savoir l'écriture, la lecture, la musique, les exercices physiques. Il s'agit ici de ce que je pourrais appeler la première étape de la paideia. Après viendra le choix éventuel de suivre l'enseignement de ceux qu'on appelle les sophistes ou maîtres de rhétorique. Et là, j'imagine que Pierre Chiron nous en parlera. Mais moi, c'est à la première étape que je m'en tiendrai. Quand Xénophon en témoigne, le recours à un terme englobant, que je vais traduire ici en première instance par éducation, au sens large, est alors relativement récent, car dans la poésie archaïque, je l'ai dit, on ne connaît pas le terme de paideia. Quand le terme émerge progressivement chez des auteurs athéniens du Ve siècle, le mot signifie d'abord l'enfance, que ce soit dans la poésie d'Échille ou d'Euripide. Dans la prose, il apparaît une fois chez Thucydide, et je vous mets le texte sous les yeux. C'est un passage qui s'inscrit dans l'éloge funéraire que Périclès fait des soldats morts lors de la guerre du Péloponnèse. Et il y a, comme chez Xénophon, mais inversement, une comparaison implicite avec Sparte. Nous fondons moins notre confiance, dit Périclès, sur les préparatifs et les ruses de guerre que sur notre propre courage au moment de l'action. En matière, alors j'ai traduit ces paideia au pluriel, en matière d'activités enfantines, puisque c'est un pluriel, d'autres peuples, par un entraînement pénible, accoutument les enfants dès le tout jeune âge au courage viril. C'est évidemment l'exemple de Sparte. Mais nous, malgré notre genre de vie sans contrainte, nous affrontons avec autant de bravoure qu'eux des dangers semblables. Paideia apparaît ici au pluriel, donc désigne les occupations des enfants, des jeunes gens, puisque pais, qui est dans le mot paideia, désigne à la fois l'enfant et ce que nous appellerions l'adolescent. Mais c'est le singulier qui prévaudra bientôt dans notre documentation en prose, avec de nombreuses réflexions de penseurs, et là je reviens au choix de Marou, de penseurs comme Platon, comme Isocrate. C'est le début véritablement de l'usage de paideia en tant qu'éducation, en tant que système éducatif, au-delà de l'instruction élémentaire que l'on retrouve dans le passage de Xénophon que l'on vient de voir. Comment comprendre ce choix? Et que peut-on en déduire pour notre compréhension de ce qu'est la paideia à la fin de la période classique? Tout d'abord, j'en reviens aux didaskaloi et aux paidagogoi dont parle Xénophon. Les premiers sont des maîtres auprès desquels les esclaves que sont les seconds conduisent les enfants à instruire. On voit se dessiner en filigrane ce que nous appelons l'école en tant que lieu d'apprentissage et en tant qu'institution. Comme de nombreux chercheurs l'ont remarqué, l'instruction des enfants peut s'être tenue dans des lieux aux finalités diverses, voire en plein air à l'époque. Néanmoins, on a des indices que des bâtiments pouvaient être affectés à cette pratique dès le Ve siècle. Alors l'information est incidente, elle touche à des drames qui sont survenus dans deux cités où les enfants des écoles ont été affectés par des catastrophes. On a un premier exemple chez Hérodote, où il parle du toit d'une école qui s'écroule sur 120 enfants dans une petite cité dans l'île de Chios, donc ce n'est pas un grand centre culturel comme Athènes, on est dans une petite cité. Et puis on a Thucydide qui parle de l'attaque d'une cité béotienne par des mercenaires thraces, et il massacre tout le monde, y compris les enfants qui venaient d'entrer dans le didaskaleion, donc l'endroit où l'on enseigne aux enfants. Au-delà des drames, évidemment, qui sous-tendent ces passages, qui sont exceptionnels, ni Hérodote ni Thucydide ne semblent considérer que ce dont ils parlent en termes de structure est exceptionnel.
La présence de lieux d'apprentissage pour les enfants, nous devons l'intégrer dans notre réflexion sur les cités classiques, semble pouvoir être mise en place. Donc une forme d'instruction collective, non obligatoire bien sûr, dont on ne connaît pas les modalités de fonctionnement ni l'âge exact des enfants qui le fréquentaient. Cet arrière-plan me semble important pour comprendre l'émergence progressive dans la documentation athénienne, il faut le souligner, du terme de paideia, dont je vous ai montré la fortune, centré sur l'enfance, sur la jeunesse, pour désigner les différentes composantes de l'apprentissage. La prise en charge collective de l'éducation des enfants, même sur un fondement volontaire, non obligatoire, semble avoir orienté, du moins à Athènes, l'usage d'un vocabulaire formé sur l'identité des destinataires de la démarche, les paidos, les enfants, plutôt que l'action même d'instruire, qui est de longue date prise en charge par le champ sémantique de Didasco. Vous voyez, si j'ai changé de titre, les mots sont quand même essentiels dans mon propos. Désormais, c'est donc d'un processus englobant qu'il s'agit, et c'est le terme d'enfance, de jeunesse, paideia, qui en vient à le désigner. Je passerai brièvement sur la suite de l'histoire. Le terme va connaître une fortune considérable à la période hellénistique, y compris dans l'épigraphie, ce qui n'était pas le cas antérieurement. Donc on voit qu'il y a un souci des cités de mettre en place la paideia des paidos, des enfants. Alors évidemment, les familles aisées pouvaient s'offrir des maîtres particuliers et globalement, toute généralisation doit être évitée. Il faut bien reconnaître que le corpus le plus fourni sur toutes ces questions provient de l'Égypte romaine et je ne peux sur ce point que vous renvoyer aux cours dispensés dans cette maison depuis plusieurs années par mon collègue Jean-Luc Fournet. Mais quelle que soit la période de l'Antiquité gréco-romaine à laquelle on a affaire, il ne s'agit pas d'une instruction obligatoire qui ne sera en fait effective qu'à partir du XIXe siècle. Le souci d'instruire les enfants au-delà du fait de les élever restera pendant des siècles l'initiative des familles. Je conclurai, j'arrive au bout François, je conclurai en insistant une dernière fois sur le champ sémantique de l'enfance dont fait partie le mot paideia. Dans la poésie ancienne, le seul verbe formé sur pais, le nom du jeune, est paidzo, jouer. L'éminent linguiste qui était Pierre Chantraine, je vous ai mis la référence à son dictionnaire à l'écran, considérait que le champ sémantique de paideo, et donc la paideia, était, je le cite, complètement différent de celui de paidzo, jouer. En revanche, le linguiste tout aussi éminent qu'est mon collègue Michel Casvit a plutôt tendance à suivre les lexicographes anciens qui considèrent que pais, l'enfant, paidzo, jouer, ne sont pas, je le cite, absents de paideo, éduquer, enseigner. Il y a forcément du jeu dans l'éducation. Les mots l'attestent. Platon lui-même, si cher à Werner Jäger, articulait, et je vais finir sur Platon, il ne faut pas nécessairement commencer par Platon, mais finir avec lui n'est jamais inintéressant. Platon lui-même, donc, si cher à Werner Jäger, articulait les termes pédia, le jeu, l'amusement, et paideia, dont je vous parle maintenant depuis une demi-heure. Pour le philosophe, la paideia est aussi une affaire de sensibilité. Et la pédia, qui concerne essentiellement les chants, les danses, permet de développer l'accord entre les sentiments de plaisir, de douleur, la sensibilité donc, et les lois de la cité. Le sens du rythme, de l'harmonie, qui est le propre des humains, est un don divin, dit Platon, qui donne à la pédia, le jeu, l'amusement, un rôle essentiel dans la régulation de l'agitation propre aux enfants. Et ce qui, pour Platon, permet de prolonger cette éducation à la sensibilité, c'est la participation aux fêtes pour les dieux, où la musique, le chant et la danse sont omniprésents. On rejoint ainsi par une toute autre voie et un tout autre genre de texte les considérations que Polybe énoncera à propos des Arcadiens. Il ne faut donc pas oublier le jeu, et les mots l'indiquent pour l'Antiquité, dans l'éducation au sens large. Et j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour le projet d'une collègue,
qui a mis en place à l'université de Fribourg, donc elle s'appelle Véronique Dazen, un grand projet qui s'appelle Locus Ludi, précisément sur le jeu, et qui nous force à penser aussi cette dimension dans le cadre de l'éducation. Et si j'en reviens à mon point d'interrogation initial, instruction, éducation, culture, civilisation, je dirais, comme Jean-Jacques Hibbelin vient de le dire, j'ai plus de questions que de réponses, même si moi j'ai des textes, parce qu'évidemment, en fonction du moment sur lequel on se penche, on aura l'un ou l'autre sens qui est le plus important, et puis ne jamais oublier que quand on parle de culture ou de civilisation, il y a une charge idéologique extrêmement forte qui risque de peser sur notre emploi de ces mots anciens. Merci pour votre attention.